Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. S'assurer que la parole des jeunes soit entendue, soit prise en compte, c'est l'un des défis des prochaines élections et de façon globale, l'un des défis de notre société. Les jeunes, que l'on dit parfois peu engagés, peu impliqués, peu intéressés, ont en réalité énormément de choses à dire quand on leur donne la parole et qu'on les écoute vraiment. Changement climatique, santé mentale, précarité, discrimination raciale ou de genre, voici autant de thématiques qui les mobilisent. Écoutez-nous, écoutez-les et prenez en compte nos idées, c'est le message que veulent faire passer nos invités ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Alors, une de nos invités, c'est Clara Deher. Bonsoir. Vous êtes déléguée au territoire de la mémoire en charge du projet Porte-Voix, un dispositif mis en place pour récolter la parole des citoyens, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Mais vous avez vraiment mis tout en place pour récolter la parole de celles et ceux qui sont le moins audibles dans notre société et construire sur base de ces témoignages un argumentaire à transmettre aux partis politiques. On va donc en parler dans un instant. Mais d'abord, je présente Olivier Hustin et Héloïse Duhaut. Bonsoir. Vous êtes respectivement président des scouts et guides pluralistes de Belgique et animatrice d'unité dans ce même mouvement. Écoutez les jeunes, c'est un peu votre quotidien, mais la semaine prochaine, vous organisez en plus un congrès qui a pour thème Crescendo et qui va vraiment mettre le focus là-dessus. Alors déjà, Crescendo, mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ce thème Crescendo? Alors crescendo, donc, c'est en lien avec le terme musical. On part d'une toute petite voix ou d'une toute petite musique qui monte et qui finit par prendre de la place. C'est vraiment l'image qu'on avait envie de donner au congrès cette année. C'est l'idée des voix qui se mixent, des idées qui finissent par ressortir et qui, à un moment, vont être choisies pour constituer le plan et l'orientation du mouvement pour les 3 prochaines années. Mais alors ce mouvement, justement peut-être Olivier Hustin, ce mouvement, les scouts et guides pluralistes de Belgique, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, vous situer, donner un peu quelles sont vos valeurs? Bien sûr, bonsoir. Donc les scouts et guides pluralistes sont un mouvement de scoutisme qui existe depuis maintenant plus d'une centaine d'années, qui se met comme objectif de former des cracks, comme on les appelle dans les décrets. Donc les cracks, pour ceux qui ne seraient pas encore à jour, sont des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, tout un programme démocratique déjà. Mais en plus de ça, l'idée est du coup de faire des adultes capables de s'intégrer et de transformer la société pour la rendre conforme à leurs aspirations. L'idée de la transformation et de l'intégration, c'est ça qui est au cœur de la démarche pédagogique. Mais c'est pas ce que vous avez observé. Les scouts, vous les voyez dans les bois, en short, vous vous demandez ce qu'ils font. Sont-ils une secte? Personne ne sait. Mais c'est bien une expérience de vie que nous proposons en réalité un peu atypique. Une vie en communauté, dont l'idée est de se baser sur l'autonomie et la débrouillardise. Un lien à la nature, évidemment, très important. Vous les voyez parfois dans les champs et les camps l'été. Le jeu y est très important et l'imaginaire, finalement, fait partie de la construction de soi. Et donc c'est ce projet pédagogique un peu hors du temps, dans lequel les individus sont forts ensemble, mais aussi se permettent justement de s'émanciper l'un par l'autre. Le tout fait par des bénévoles passionnés, ancrés dans une localité, ce qui est plutôt rare de nos jours. On est dans des villages, dans des communes, et dans une optique de cogestion, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, dès les 5-8 ans en réalité, car c'est les plus jeunes auxquels on s'adresse, ils sont invités à s'impliquer, à décider, évidemment à la mesure du jeune et de son âge, dans leur propre collectivité, dans un endroit où ils ont du pouvoir. Telle est la question de la démocratie, qui décide? Mais en fait, depuis le plus jeune âge, on peut décider par rapport à ses propres capacités. Et donc c'est ça le scoutisme, une vie collective dans laquelle chacun peut s'émanciper, grandir par l'autre, avec l'autre, pour devenir un adulte capable de s'intégrer et de transformer, je le répète. Oui, mais alors j'ai envie de revenir sur plusieurs choses que vous avez dites, mais peut-être une première chose, c'est en quoi votre mouvement se distingue-t-il peut-être d'autres mouvements du scoutisme? Qu'est-ce qui fait votre force? Alors notre force, donc déjà nous sommes effectivement relativement semblables aux 2 autres mouvements francophones en tout cas, que sont les scouts et les guides catholiques. Chez nous, c'est évidemment l'enjeu, en tout cas à l'origine de la religion qui était au cœur de la controverse, si on peut l'appeler comme ça. Chez nous, la neutralité religieuse des unités est obligatoire. À nouveau dans une idée de pluralisme, donc cette idée que chacun puisse être ce qu'il décide d'être, et donc évidemment chacun peut croire en ce qu'il veut et avoir la confession qu'il désire. Pour permettre cette liberté religieuse, il faut une neutralité des unités et de la structure. Donc les institutions sont neutres, chacun peut y faire ce qu'il désire. Les guides catholiques de Belgique, c'est dans leur nom, ne l'ont évidemment pas. Les scouts se rapprochent tout doucement de ces lignes-là.
Mais c'est bien cela qui change. Et en plus, évidemment, il y a une culture qui s'est étendue sur plus d'une centaine d'années. C'est pas les mêmes publics. Notre taille, alors on est 5000, ça peut paraître gros. Ce n'est pas la taille des 67 000 que peuvent avoir les scouts, ce qui permet nécessairement une proximité plus grande et donc une implication de chacun de nos membres immédiate, en fait, qui fait la richesse des relations humaines qu'on y tisse et donc du projet pédagogique au sein de la structure fédérale même. Héloïse, vous avez dit donc crescendo, c'est l'idée de cette petite voix qui va progressivement gonfler pour faire entendre, faire passer des messages. Alors cette voix des jeunes que vous voulez faire entendre, c'est pour faire changer les choses à quel niveau ? Au niveau uniquement de vos unités, de votre mouvement ou de façon plus générale dans la société ? Ou un petit peu de tout ça ? Je dirais effectivement un petit peu de tout ça. Alors c'est d'abord vraiment... au sein d'une unité, au sein d'un mouvement dans lequel on s'inscrit chaque jour. Mais en fait, je vois un peu les unités, le mouvement comme un laboratoire, une micro-société où on apprend, on se développe, on apprend à faire entendre sa voix, à poser des choix, à la fois à partir de ses envies, ses désirs, mais aussi en prenant en compte ceux des autres, et finalement à vivre en groupe, vivre ensemble. Et je pense qu'inévitablement, ça fait un peu goutte d'huile, et donc ce qu'on apprend et ce qu'on vit au sein d'une unité, de la fédération, ça nous forme en tant qu'humains, et ces humains, ils sont aussi partie de la société. Donc je pense qu'inévitablement, ça a un impact sur le reste de la société et sur la vie adulte. Ouais. Alors Clara Doré, donc je me tourne vers vous. Je rappelle, vous travaillez au territoire de la mémoire. Vous êtes en charge du projet Porte-Voix. Mais avant de parler de ce projet, je vous ai vu prendre pas mal de notes quand vous entendiez Olivier et Héloïse. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent déjà avec le travail que vous faites avec les jeunes ? Il y a des choses qui vous interpellent dans ce qu'ils ont dit ? Oui, tout à fait. Donc, il y a pas mal de points communs. J'ai souligné transformer la société. Donc, c'est vrai que c'est aussi l'objectif de Porte-Voix. L'idée, c'est de récolter la parole, les exigences, les revendications des jeunes et aussi des adultes, pour après créer un plaidoyer. Et l'idée du plaidoyer, c'est de sortir ces exigences d'un petit cercle pour aller vers l'espace public, pour aller jusqu'aux représentants politiques. Donc on est aussi dans une visée de transformation de la société plus juste et plus proche des gens, avec des valeurs et qui vont un peu dans le même sens que les scouts pluralistes. Ouais. Donc oui, cette histoire de transformer la société, c'est vrai que ça résonne directement par rapport au travail de Porte-Voix. Oui. Alors du coup, ce projet Porte-Voix, donc en fait, vous récoltez effectivement la parole avec, donc une fois que vous l'aurez récoltée, on en parlera, où il y aura une exposition et puis alors ces revendications, vraiment le fait de porter cette parole au niveau politique. Mais parlons déjà de la récolte. Il y a vraiment 3 choses que vous demandez aux personnes. C'est je m'appelle, je suis et j'exige. Et je trouve que cette dernière chose est intéressante aussi, l'exigence. C'est-à-dire que quand on demande aux gens, c'est rare en fait de dire aux gens, voilà, donnez votre exigence. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais plus envie d'être et pour demain, j'aimerais et je voudrais. Je trouve qu'on a un point aujourd'hui où il y a plein de choses qui ne vont vraiment pas. Et en fait, les jeunes et les moins jeunes, quand on leur demande ce qui est important et urgent, on est dans une exigence, quoi. Donc je voulais quelque chose de puissant. Et en faisant les animations, je me suis rendu compte que exiger, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas souvent en fait dans la vie. D'ailleurs, même le dire dans l'oralité, parce qu'on a fait des ateliers où j'ai demandé aux jeunes de le dire, de le lire en chœur, c'était pas évident, quoi. Donc ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. On est à un point à un moment donné où il faut exiger des choses du politique pour que les choses elles bougent. Donc voilà, c'est vrai que... Et alors cette histoire de le « je m'appelle »,« je suis » et « j'exige », c'était l'idée d'avoir dans cette récolte de paroles-là des récits sur l'intime, sur ce que les gens vivent. Et donc j'avais envie d'avoir leur prénom ou comment ils ont envie de se faire appeler. J'avais aussi envie d'avoir le « je suis », quelle identité, qui je suis dans la société, comment je me sens. Donc cette espèce d'autoportrait en mots qui raconte beaucoup de choses sur les gens. Et puis d'arriver après à la revendication, je trouvais que ça s'articulait assez bien. Donc l'idée, c'est de ne pas juste avoir des revendications, c'est d'avoir des récits, des morceaux de personnes qui partagent ça en animation ou sur les stands, sur les réseaux sociaux, pour en faire un plaidoyer.
Donc voilà, donc tout ce qu'on a fait au niveau de la récolte de parole, ça s'articule toujours au niveau de ces 3 choses-là. Ça se déplie de manière différente. Sur le stand, c'est une carte postale à compléter. Donc on est dans l'écrit, on est dans une interview, une personne, 2 personnes. En animation, on a fait ça en demi-journée, en journée entière, au départ d'expo, au départ de film. On a fait ça par écrit, on a fait ça avec des ateliers plus créatifs, plus plastiques. Là, on va faire encore des ateliers slam. Donc on a ouvert vraiment à plein de manières de s'exprimer, au plus proche des gens avec qui on est aussi. Puisque vous l'avez dit, l'idée c'était de toucher des gens qui sont plus en difficulté de s'exprimer en collectif, en groupe, à qui on ne donne jamais en fait la possibilité de s'exprimer. Et donc on avait envie de trouver de moyens d'expression proches d'eux. Donc voilà, le je m'appelle, le je suis, le j'exige, il a été déplié de plein de manières différentes en fonction du public qu'on avait avec nous. Oui, alors peut-être je me retourne vers vous, Héloïse et Olivier. On voit c'est des publics qui n'ont pas l'habitude qu'on se tourne vers eux. Est-ce que, au niveau des jeunes qui sont dans vos mouvements, dans les unités, est-ce que vous ressentez un besoin de s'exprimer de ces jeunes ? Est-ce qu'ils vous disent on a des choses à dire, on a envie... j'imagine que si vous avez choisi ce thème, c'est notamment pour ça aussi. C'est parce que vous avez senti qu'il y avait un besoin de s'exprimer ? Oui, complètement, de un. On va juste peut-être clarifier 2 notions que peut avoir le terme démocratie. Il y a effectivement la démocratie d'expression fondée au XVIIIe avec cette idée de représentation, l'équilibre des pouvoirs, la presse, l'état de droit, etc., auquel évidemment on tient et dans laquelle vous vous inscrivez comme démarche, évidemment. Il y a aussi une autre vision qui est à quel point, en fait, on n'aurait pas besoin d'exiger ou de s'exprimer parce qu'on est déjà maître chez soi en réalité. Et les scouts et guides pluralistes sont aussi dans ces dynamiques-là. Quand vous êtes dans une unité, vous avez déjà directement le contrôle sur l'unité. Vous n'avez pas besoin d'exiger, en fait. On n'exige qu'à des gens qui ont du pouvoir sur soi, en réalité. Et donc, la question de la démocratie est une question de puissance. À quel point je peux déjà décider chez moi et on peut échanger, discuter pour s'enrichir et pour potentiellement se changer soi-même. C'est tout l'intérêt du pluralisme, se confronter à la différence pour, même si l'on reste dans la même position, l'avoir enrichi tout de même. Le scoutisme étant un lieu où chacun est déjà grandement maître dans son unité, il y a un peu moins cette question de l'expression sur les thématiques d'unité. Maintenant, il y a la question aussi des sujets me dépassent. Je ne peux pas les gérer tout seul dans mon unité. On peut parler de l'Evras, on y arrivera sûrement un moment, mais toute une série d'autres sujets qui sont très lourds à porter pour des bénévoles dans un cadre spécifique d'une unité. Et donc, c'est plus ce moment-là qu'est le congrès. C'est-à-dire, vous êtes déjà maître chez vous, mais en fait, vous avez quand même des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Comment les collectiviser et quels moyens mettre pour faire qu'on trouve des solutions pertinentes par rapport à ces problèmes-là. Et donc, pour moi, c'est pas du tout en opposition avec, évidemment, ce que vient de dire Clara, c'est même très complémentaire. Et évidemment que la structure fédérale joue aussi les contacts avec les politiques et ce genre de choses. Mais la démocratie, ça peut aussi commencer par quelque chose de très local, sur lequel on a directement, en fait, de la puissance. Et ces lieux de puissance pour la jeunesse sont extrêmement rares de nos jours, en réalité. Et donc, oui, donc ça veut dire qu'une unité, Héloïse, dans le sein même de l'unité, il y a vraiment cette pratique de la démocratie. Vous avez des décisions collectives. Il y a une vraie dynamique démocratique au sein même de l'unité. Oui, tout à fait. Et ça se traduit vraiment à tous les niveaux. En fait, dès 5 ans, on va travailler ça avec les jeunes. Je vais prendre un projet qui se trouve dans beaucoup d'unités. C'est la fête d'unité. Donc une fête d'unité, c'est un événement rassembleur. On va inviter les parents, on va parfois même inviter certaines autorités locales à venir nous voir. C'est un projet qui est créé par les jeunes, les petits comme les grands, les animateurs. Donc au départ, très concrètement, la formule elle est pensée par les jeunes parce que on va se retrouver avec les animateurs et on va décider d'une formule, par exemple, un repas spectacle. Mais ça pourrait être autre chose. Et c'est vraiment... Les animateurs ne vont pas décider de ça juste eux-mêmes. Ils vont derrière avoir déjà entendu la parole des jeunes avant. Qu'est-ce qu'ils ont envie de montrer, de faire, de créer. Et alors, une fois que cette formule a été décidée, il y a une partie des désirs qui sont envoyés au niveau de l'équipe d'unité qui est plutôt là pour soutenir les animateurs dans leurs projets pédagogiques. Ça peut être des choses comme organiser l'intendance, le repas, ce genre de choses. Et après, en section, les animateurs, avec une méthode adaptée, vont créer le projet, par exemple, de spectacle. Donc, avec les tout-petits, on va arriver plutôt avec déjà des idées. Et puis, à l'intérieur de ces idées, les jeunes vont faire leurs propositions, se mettre d'accord avec l'aide des animateurs et l'encadrement des animateurs. Mais tout de même, chacun a le droit à la parole
dès 5 ans en fait. Et plus on avance et plus on va gagner en autonomie. Donc chez les scouts et guides, donc chez les plus grands, là ils vont plutôt choisir entre eux, décider entre eux même des thèmes, de ce qu'ils vont faire concrètement, toujours avec l'aide des animateurs. Mais voilà, la parole elle est à eux et c'est eux qui construisent ce projet. Voilà. Mais donc chacun a la parole, chaque parole compte. Est-ce que Clara de Rey, c'est aussi une manière de lutter contre les extrémismes? On sait que les territoires de la mémoire, c'est un des objectifs principaux de cette association, c'est de lutter contre la montée des extrêmes et de l'extrême droite en particulier. Est-ce que le fait d'écouter la parole, que ce soit dans des mouvements comme ici le mouvement des scouts pluralistes ou à travers des projets porte-voix, montrer que la parole compte, récolter, entendre et écouter vraiment, est-ce que c'est une manière de lutter? Oui, c'est une manière de lutter. Donc être là où les jeunes sont, entendre, écouter, partager, mettre en réflexion, connecter avec d'autres choses. Donc oui, évidemment, c'est fondamental de prendre un temps de discussion, de réflexion en groupe, collectif, s'appuyer aussi sur des personnes ressources qui savent des choses, redéplier ce que les personnes ressources ont dit, voilà, faire des connexions, réfléchir ensemble, oui, tout à fait. Et moi, durant mes animations et les stands, et plus particulièrement avec les jeunes, j'ai vraiment eu ce ressenti que les jeunes, ils avaient plein de choses à dire, quoi. Et que... En fait, dès qu'on grattait un petit peu, dès qu'on prenait le temps avec eux, ils donnaient du temps, ils développaient toutes leurs pensées, ce qu'ils ont à dire, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une demande, en fait, des jeunes. C'est vrai qu'ils sont peu présents, en fait, dans les médias traditionnels. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok et tout ça, mais c'est plus des codes de jeunes que des codes d'adultes, donc on les voit moins dans la société des adultes. Et donc, et leur parole passe difficilement justement dans des partis politiques et des choses comme ça. Exactement, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et en fait, moi j'étais partie du principe que les jeunes auraient peut-être peu de temps à nous donner pour raconter des choses. Et en fait, si ça s'est passé c'était tout à fait autre chose, quoi. Je pense notamment aux événements des Ardentes où on était, donc c'est un gros festival urbain à Liège. Et ça, c'était une première, c'était une jeune de l'équipe qui a dit « Oh, ce serait chouette qu'on y soit ». Et c'est vrai que moi, j'avais des réticences. Et en fait, une fois qu'on est arrivé là, tout de suite, les jeunes se sont arrêtés, ont commencé à discuter, raconter leurs histoires et à exiger des choses. Donc, oui, mais je pense que vraiment, c'est fondamental, en fait, pour lutter contre les extrémistes, c'est d'écouter, de parler, de mettre en réflexion, de s'appuyer sur des personnes qui ont déjà une réflexion là-dessus, et de le faire en groupe, en collectivité, de voir jusqu'où ça peut nous mener. C'est fondamental. Ouais. Alors, Olivier et Héloïse, donc le congrès il a lieu la semaine prochaine, mais est-ce que vous pouvez déjà donner quelques questions qui préoccupent les jeunes? Vous avez dit, il y a vraiment une démocratie locale au sein de chaque unité, et puis après il y a des thèmes qui les dépassent plus largement et qu'ils ont envie de mettre en débat justement à ce congrès. Quelles sont les questions, les débats qui vont se mener la semaine prochaine? Je pense que les questions, les débats qu'on peut voir dans la société, que ce soit en termes d'écologie, de diversité, d'inclusion, ce sont des choses qui traversent inévitablement les membres de notre mouvement. Donc, dire exactement ce sur quoi on va vraiment se pencher, ce qui va être décidé, vers quoi on va tendre, c'est un peu compliqué parce que les problématiques, les enjeux, ils sont hyper variés. Mais on peut déjà dire que comme le mouvement, c'est un peu un échantillon de la société, forcément, ce sont ces mêmes questionnements qui le traversent. Mais alors, par exemple, l'inclusivité, le climat, alors vous en parlez, et puis après, vous voyez comment mettre ça en pratique dans l'unité. Comment être plus inclusif au niveau de l'unité, au niveau du camp, par exemple. C'est exactement ça. Et en fait, on a même un double enjeu par rapport à ça. On a déjà évidemment quelques intuitions sur quels vont être les sujets. On se doute que la santé mentale, par exemple, qui est un sujet qui recouvre à peu près toute la jeunesse en ce moment, va être une des thématiques. La question de l'inclusivité reste une thématique centrale, même si nous, ça fait déjà beaucoup de temps qu'on travaille dessus. Mais l'inclusivité sociale liée, par exemple, au prix des camps, comment rendre ces camps accessibles aux personnes qui n'ont pas les moyens du tout, ça reste un sujet brûlant, peu importe l'époque. Donc ce sera sûrement ces moments-là. Mais nous aussi, je crois qu'on a fait une espèce de preuve d'humilité. Du haut de mon âge canonique de 27 ans, je vais certainement être dépassé parce que les gens de 18 et 21 ans vont ramener. Et c'est très sain comme ça.
Si maintenant on a des formations Evras depuis maintenant 3-4 ans, c'est parce qu'il y a eu un congrès en 2016 déjà à l'époque où les animateuristes sont venus et ont dit on a un souci par rapport à ça, on est confronté à des problèmes qu'on n'arrive pas à gérer, on aimerait accompagner le développement de nos jeunes dans ces thématiques-là parce qu'on a un mouvement d'éducation et c'est un sujet important, comment être ami avec les autres, etc. Et donc c'est eux qui l'ont amené et en fait nous après on a juste travaillé pour faire une formation qui corresponde. Donc même si moi j'ai des idées, j'espère que des sujets que nous n'avons pas anticipés apparaissent et c'est ça qui va créer tout l'intérêt de ce congrès, c'est qu'on soit justement dépassé par eux. Oui, bah alors du coup j'ai envie de vous faire rebondir quand même sur l'Evras parce que évidemment sujet qui a fait beaucoup l'actualité ces derniers temps, malheureusement j'ai envie de dire parce que plutôt de façon négative, mais donc l'Evras, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, vous en fait le mouvement est labellisé, hein, donc il peut donner des formations. Comment ça se passe? Est-ce que vous répondez vraiment à des demandes des jeunes, des demandes dans les unités? Comment ça se passe très concrètement? Alors, clairement, de mon côté, comme je suis très, très présente sur le terrain avec les animateurs et les animatrices, il y a clairement une demande. Ce n'est pas moi qui suis venue leur proposer « Est-ce que vous voulez vous former en Evras ?» C'est vraiment eux, et dès la petite section, qui sont venus vers moi « Tiens, est-ce que ce serait possible de se former ?» Parce qu'on sent qu'il y a un réel intérêt, un réel enjeu de savoir accompagner un jeune dans ses émotions, dans ses liens aux autres. Et ça démarre dès une bête dispute entre meilleurs amis. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situations qui sont très fortes émotionnellement sur un camp, par exemple, où on est 2 semaines au même endroit, tous ensemble, on vit ensemble, on dort ensemble. Savoir se sentir en capacité d'agir en tant que jeune animatrice de 17, 18 ans, c'est hyper précieux. Et donc, avoir l'occasion, via la fédération, de se former à ce genre de questions, c'est hyper important, c'est hyper précieux. Oui, de nouveau, pour répondre à des demandes des jeunes, parce qu'on l'a dit beaucoup ces derniers temps, mais c'est vrai que quand il y a des animations Evras, c'est à partir des questions que les jeunes se posent, et l'idée, c'est pas de venir leur imposer quelque chose. Hein. Bien évidemment, donc c'est les unités qui font une demande à la structure fédérale de leur envoyer des formatrices Evras sur ces questions-là. Et pour que ce soit bien clair, il y a 3 grandes sphères de développement des jeunes qu'on accompagne en fait dans ces formations. C'est la sphère biomédicale. Lorsque vous êtes animatrice, vous êtes amené à vous occuper d'enfants pendant 2-3 semaines, parfois un camp entier. Pour la sphère biomédicale, il est fortement probable qu'une jeune fille ait ses règles à un moment. Et si vous n'avez pas été vaguement initié à cette question et que vous êtes un mec tel que moi et que ça ne vous concerne pas tellement, vous risqueriez de mal réagir en fait. Et donc ça se discute en amont pour que ça se passe bien. Donc la sphère biomédicale, la sphère sociale tout court, à quel point la société et le groupe a une influence sur moi et comment est-ce que j'y réagis. Et la sphère psycho-affective, typiquement l'estime de soi, la gestion de ses propres émotions, le fait de les exprimer, toutes ces choses-là sont nécessaires pour devenir des adultes épanouis. Et les adultes épanouis sont des adultes plus en capacité de transformer et d'intégrer la société à nouveau. Et donc c'est bien ces 3 aspects-là qu'on travaille en fait en formation Evras. Ça fait partie du développement d'un adulte qu'on considère comme épanoui et heureux. Ça fait du coup partie du rôle des animatrices qui ont ça comme objectif. Lorsque j'entendais tantôt... Et a raison, hein, l'idée globale que les jeunes ne se sentiraient pas impliqués, nous c'est l'inverse. Nos 1000 jeunes qui s'occupent d'enfants prennent tous leurs dimanches de l'année pour animer des jeunes bénévolement, plus plusieurs camps, parfois de plusieurs semaines, tout ça complètement gratuitement parce qu'ils croient dans le projet et dans l'idée de transformer le monde par la transformation des individus et leur éducation. Et donc, c'est peut-être plus les formes de ce qu'on entend par la politique traditionnelle qui sont en train de s'effondrer que le fond, en tout cas. Le fond de comment créer une société dans laquelle on se sent tous inclus, c'est hyper politique, évidemment. Et justement, peut-être qu'on retrouve le vrai sens du mot politique, c'est-à-dire la gestion de la cité. Clarette Deray, donc dans cette récolte de témoignages, récolte de paroles porte-voix, alors la récolte se poursuit jusqu'en décembre 2023, mais est-ce que vous pouvez déjà dégager quelques tendances dans tous les témoignages que vous avez reçus? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites qui résonnent avec ce que vous avez entendu? Évidemment, oui. Donc, vous avez cité l'écologie, l'inclusion, évidemment que ça revient, c'est clair, hein. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que toute cette récolte de paroles, là, on l'a remis dans un dossier et on essaie de faire des catégories parce que l'idée, c'est de partir de l'intelligence narrative des gens. Donc, peut-être tout de suite, ils disent pas écologie, ils disent pas problème de précarité, mais ils racontent quelque chose qu'ils ont vécu. Donc, on part toujours d'expériences vécues. Et nous, maintenant, ce qu'on est en train de faire avec mes collègues, c'est d'essayer de faire des catégories, des axes d'analyse avec des occurrences, quoi. X jeunes, on parlait de ça, etc.,
Bon, c'est pas du tout sociologiquement, on n'est pas dans vraiment une réalité juste, évidemment, puisque c'est un échantillon ciblé, donc c'est voilà. Mais il y a des choses qui ressortent, évidemment, la question du socio-économie, donc de la pauvreté, des inégalités, de l'affaiblissement des services publics, voilà, du monde du travail, de la difficulté de trouver du travail, de la massification du diplôme et de la dévalorisation finalement des diplômes. Il y a la question des discriminations, du racisme, la question du genre, des transidentités, ça revient vachement, quoi. Alors ça revient à travers des expériences d'insécurité dans la rue ou d'harcèlement à l'école. C'est ça qu'ils racontent, les jeunes, en réalité. Hein. Ouais, c'est vraiment à travers leur vécu que vous... On essaie vraiment de passer de l'intime au politique, donc c'est vraiment la consigne, c'est quelque chose que vous avez vécu récemment, qui vous a mis en difficulté. Donc face à ça, qu'est-ce que vous avez envie d'exiger ? Il y a la question environnementale, du climat qui revient. Voilà, c'est les questions de société qui traversent tout le monde. Donc, et puis la question de la jeunesse. On en a parlé de cet accès à l'accompagnement psychosocial. Finalement, beaucoup de jeunes ont vécu un moment de détresse, proche ou pas, en fonction du Covid ou pas. Et on sent que par rapport à ça, ils ont envie de se sentir soutenus, quoi, dans leur scolarité, dans leur épanouissement. Alors ils le disent de manière différente, mais nous, on a mis ça dans la question de la place de la jeunesse aujourd'hui dans la société. Donc on a ces 4 axes pour le moment qui reviennent. La récolte n'est pas terminée, peut-être on va choisir d'autres mots, on va bien voir comment on organise tout ça, mais en tout cas, il y a des récurrences. Il y a plein de choses qui reviennent. L'insécurité dans la rue, par exemple, ça revient vachement, quoi. L'harcèlement à l'école aussi, enfin, il y a des choses qui reviennent vraiment. Et donc tout ça, ce sera donc exposé dans un premier temps. Enfin, vous allez en faire une exposition et un plaidoyer politique vraiment à envoyer aux partis en vue des élections du 9 juin. Oui, c'est ça. Donc, on a, disons que ce plaidoyer, on le traduit avec 3 choses différentes. Une exposition à la Cité Miroir à Liège du 1er mars au 9 juin. Le 9 juin, c'est la date des élections. Et donc, dans cette exposition, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver la parole de tous ces citoyens, de ces citoyennes. Mais il y aura aussi une traduction en propositions politiques concrètes. Donc, ça veut dire que tout ça, on le donne à l'analyse de personnes qui sont des personnes ressources, des thématiques qui ont été abordées pour traduire ça en propositions politiques concrètes, mettre un peu en avant certaines choses, enfin, voilà, amener un autre regard, croiser les regards. Et donc ça va se retrouver dans l'exposition. Donc les jeunes vont retrouver leurs paroles et vont trouver d'autres choses aussi. On essaye de, comme dans Crescendo, partir de petites voix, les mettre ensemble, les amplifier, donner du pouvoir. On est vraiment dans la même démarche. Et puis on va avoir une publication. Donc au Territoire de la Mémoire, on a une publication semestrielle qui sort, donc 2 fois par an. Et donc là, il y aura une publication spécifique liée à ce projet-là, Porte-Voix. Où du coup ce sera comme un catalogue enrichi avec encore d'autres regards, d'autres analyses, d'autres manières de faire, une piste aussi pour parler de tout ça en classe. Donc voilà, donc la publication, et au même moment on va avoir une campagne médiatique. Donc une campagne médiatique, ça veut dire on va être sur les réseaux, on va avoir des choses qui vont sortir du bâtiment, de la Cité Miroir, qui va aller vers les jeunes, vers les représentants politiques. L'idée aussi, c'est de faire un espèce de ricochet pour que ça arrive jusqu'aux politiques. Donc il y aura certainement une lettre... un édito, il va y avoir des choses pour faire pression sur le politique, mais on pense aussi que de faire par ricochet, c'est pas mal. Alors là, on teste, on essaye des choses, par expérimentation, on va voir où ça nous mène. Mais voilà. En tout cas, tout est mis en œuvre pour que cette voix, elle soit vraiment prise en compte, justement, dans les prochaines politiques. L'idée, c'est vraiment de porter la voix de ces jeunes. C'est vraiment ça. Et des moins jeunes, d'ailleurs. Parce que de tous les citoyens. C'est vrai qu'il y a un focus sur les jeunes, mais en fait, c'est effectivement tous les citoyens. Mais je rappelle, du coup, le site internet, c'est portevoix2024.be. Vous avez un compte Instagram aussi. Et puis, donc, il y aura cette exposition en mars. Le festival aussi, un festival Porte-Voix en avril, d'avril à juin. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Et puis, Olivier Hustin et Loïse Duhaut, donc pour les scouts et guides pluralistes de Belgique. C'est donc la semaine prochaine votre gros événement. Peut-être un mot de où ça se trouve et où ça aura lieu et est-ce qu'on peut trouver des infos quelque part? Du coup, effectivement, notre congrès se déroule du 7 au 8 octobre. Oui, c'est ça. On sera en octobre. C'est ça, en octobre. À Heure-en-Famenne. Donc, c'est là où sans doute 500-600 animateuristes du mouvement redéfiniront les priorités de 3 ans de travail par la suite. Dernière chose démocratique, nous faisons d'abord notre projet
Et puis après, nous élisons les gens, ce qui est souvent un truc plus intéressant parce qu'alors on débat sur des choses concrètes et pas sur est-ce que telle personne est gentille ou méchante. C'est peut-être déjà un premier pas démocratique, rentrer dans le concret. Ouais, d'abord les idées et puis après les personnes qui le porteront. Et on peut trouver les infos. Vous avez un compte Instagram notamment. On a un il y compte pas mal de Instagram, choses. on a Facebook, on a le site internet. N'hésitez pas à venir. Alors, on vous renvoie vers ça. Merci pour cet échange. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Au revoir.